Le catch professionnel peut transformer des athlètes en superstars, leur donner la gloire, la fortune et bien plus encore. Mais pour chaque catcheur qui prend une retraite confortable, il y en a autant qui perdent tout une fois que les projecteurs se sont éteints. Si certains font des investissements judicieux, d'autres se ruinent à cause de mauvaises décisions, d'une dépendance ou de problèmes juridiques. Les dépenses somptuaires, les entreprises ratées et les démons personnels ont laissé de nombreuses anciennes stars de la WWE sans le sou, luttant pour joindre les deux bouts. Et rares sont ceux qui s'en sortent. Le chemin vers le succès dans le catch est difficile, mais rester au sommet l'est encore plus. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux catcheurs qui ont tout eu, mais qui ont tout perdu après avoir quitté la WWE. Ric Flair. Ric Flair a été le symbole du luxe dans le catch professionnel. Limousine, jet, Rolex. Mais derrière ses costumes coûteux et sa personnalité plus grande que nature, le Nature Boy croulait sous les problèmes financiers. Bien qu'il ait gagné des millions au cours de sa carrière de plusieurs décennies, les dépenses extravagantes de Flair, ses multiples divorces et ses échecs commerciaux l'ont laissé constamment sans le sou. Ses difficultés sont devenues évidentes après son émouvant match de retraite de la WWE contre Shawn Michaels à WrestleMania 24. Alors que les fans pensaient que Flair s'en irait au soleil couchant, sa réalité financière était loin d'être glamour. En 2007, Flair a tenté de s'orienter vers le monde des affaires avec Ric Flair Finance. Mais en l'espace d'un an, la société a fait faillite. En outre, Flair est impliqué dans de nombreux procès avec de grandes promotions de catch, notamment Ring of Honor, qui le poursuit pour ne pas s'être présenté à plusieurs événements. Sans salaire de la WWE, les finances de Flair se sont effondrées, ce qui l'a conduit à prendre des décisions désespérées, comme lutter pour la TNA en 2010, alors qu'il avait pris sa retraite. Il a admis plus tard que chaque salaire qu'il gagnait à la TNA servait à payer la pension alimentaire de 3 ex-femmes et à régler des dettes d'impôts. Ces difficultés financières n'étaient pas seulement dues à de mauvaises décisions commerciales. Le style de vie somptueux de Flair et ses problèmes d'alcool se sont aggravés au fil des ans. Il a même été inculpé dans un incident de rage au volant en 2005. Pendant tout ce temps, un homme lui est toujours venu en aide, Vince McMahon. À un moment donné, McMahon a personnellement prêté $800 000 à Flair pour l'aider à payer ses dettes et ses amendes. Je devais à Vince, j'ai remboursé Vince. Il m'a prêté $800 000 et m'a dit de me déclarer en faillite. Je savais que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je le faisais, a révélé Flair plus tard. Même après avoir remboursé une partie de ses dettes, Flair a eu du mal à maintenir sa stabilité financière. Ces dernières années, il a tout lancé, des boissons énergisantes, à sa propre marque de cannabis, essayant désespérément de générer des revenus. Malgré son statut légendaire, l'histoire de Flair prouve que même les plus grandes stars ne sont pas à l'abri de la ruine financière. Hulk Hogan. S'il est un homme qui a incarné le boom du catch, c'est bien Hulk Hogan. La superstar a transformé la WWE en une puissance mondiale dans les années 1980, puis a révolutionné la WCW dans les années 1990. Hogan n'était pas seulement un catcheur, c'était une icône de la culture pop. Et avec cela, il gagnait des millions de dollars, des salaires de catcheurs au rôle dans des films, en passant par les ventes de produits dérivés et les contrats d'endossement. À son apogée, il était l'un des athlètes les mieux payés au monde, mais malgré son immense richesse, Hogan s'est retrouvé plus d'une fois dans une situation financière difficile. Pendant des années, Hogan a mené un train de vie extravagant, possédant plusieurs manoirs, des voitures de luxe et un jet privé. Mais les choses ont pris une tournure radicale en 2009, lorsque sa femme, Linda, a demandé le divorce après 26 ans de mariage. Le règlement du divorce a été brutal. Linda est repartie avec 70% de leur liquidité, un règlement immobilier de 3 millions de dollars, une participation de 40% dans les diverses entreprises de M. Hogan et une part importante de ses revenus futurs. Pratiquement du jour au lendemain, l'homme qui possédait tout s'est retrouvé à devoir se démener pour maintenir ses finances à flot. Une fortune estimée à 30 millions de dollars avant le divorce. La situation s'est encore aggravée lorsque Hogan s'est retrouvé mêlé à l'un des procès les plus tristement célèbres de l'histoire des médias. En 2012, une sextape mettant en scène Hogan a été divulguée par Gawker, entraînant une bataille juridique qui a duré des années. Hogan a poursuivi l'entreprise de médias pour atteinte à la vie privée et, dans une tournure d'événements choquante, a remporté un jugement massif de 140 millions de dollars en 2016. Gawker s'est finalement contenté de 31 millions de dollars avant de fermer complètement ses portes.
Si le paiement a permis à Hogan de récupérer une partie de ses pertes, il n'a pas effacé les années de difficultés financières qui l'ont précédé. Malgré ses revers, Hogan a réussi à redorer son blason grâce à diverses initiatives, notamment un retour à la WWE, des apparitions personnelles et des contrats commerciaux. Il a lancé un restaurant, Hogan's Beach, et s'est lancé dans tous les domaines, des boissons énergisantes à la télé-réalité. Même s'il n'atteindra peut-être plus jamais les sommets financiers de sa période de gloire, Hulk Hogan a prouvé que même après avoir presque tout perdu, il peut toujours trouver un moyen de se relever et de rester d'actualité. En 2025, la valeur nette de Hulk Hogan est estimée à environ 25 millions de dollars. Lex Luger. Lex Luger était autrefois considéré comme le prochain Hulk Hogan de la WWE, un héros américain musclé destiné à porter la compagnie vers l'avenir. Avec son physique ciselé et son charisme indéniable, il a été propulsé sous les feux de la rampe, allant même jusqu'à frapper Yokozuna lors d'une cascade patriotique à bord d'un porte-avions. Mais malgré le soutien marketing de la WWE, Luger n'a jamais réussi à s'imposer auprès du public et son ascension vers le haut de l'affiche s'est arrêté là. En 1995, il rejoint la WCW, signant un contrat lucratif de 150 000 $ par an qui se transformera plus tard en contrat à 7 chiffres au fur et à mesure qu'il deviendra l'une des plus grandes stars de la compagnie. Pendant un certain temps, Luger a prospéré financièrement, gagnant des millions pendant les années de gloire de la WCW tout en profitant du succès des Monday Night Wars. Mais lorsque la WCW a été rachetée par la WWE en 2001, Vince McMahon, bought my competition. Il s'est retrouvé sans contrat et sa carrière s'est rapidement effondrée. Sa vie personnelle s'est effondrée en 2003 lorsqu'il a été arrêté à plusieurs reprises en l'espace de quelques mois. Sa petite amie, Miss Elizabeth, décède tragiquement d'une overdose alors qu'elle vivait avec lui. Bien que Luger ne soit pas inculpé pour sa mort, il est arrêté pour possession de drogue lorsque la police trouve 1700 pilules illégales et des stéroïdes à leur domicile. Il a dû faire face à 13 chefs d'accusation et a dépensé presque tout ce qu'il avait en frais de justice, en amendes et en caution, soit plus de 250 000 $ en frais de justice. Au milieu des années 2000, Luger était déjà en proie à des difficultés financières, mais les choses ont pris une autre tournure en 2007 lorsqu'il a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a laissé temporairement paralysé à partir du cou. Il a passé des années en rééducation médicale coûteuse, s'enfonçant encore plus dans la ruine financière. Bien qu'il ait retrouvé une certaine mobilité, en 2021, son état s'est aggravé et il est devenu définitivement dépendant d'un fauteuil roulant. Désormais sans le sou et dépendant du programme de bien-être de la WWE, Luger fait des apparitions payantes lors de conventions pour se maintenir à flot. Il reste sobre et actif dans la communauté du catch, assistant même à l'AEW Revolution en 2024 pour assister au match de retraite de son ami de longue date, Sting. Autrefois, superstar multimillionnaire, Lex Luger catch aujourd'hui pour survivre, un contraste saisissant avec l'homme que la WWE espérait voir devenir sa plus grande star. Sonny Tammy Lynn Sitch, mieux connue des fans de catch sous le nom de Sonny, a été considérée comme la première véritable diva de la WWE, une figure révolutionnaire qui a redéfini le rôle des managers féminins dans les années 90. À l'apogée de sa carrière, elle était l'une des femmes les plus téléchargées sur Internet, l'une des plus grandes vendeuses de marchandises et une présence clé à l'écran dans l'attitude era de la WWE qui était en plein essor. Mais l'histoire de Sonny n'est pas celle d'une longévité et d'un succès. C'est une histoire d'autodestruction, d'arrestations répétées et de déchéances tragiques qui s'est terminée par une condamnation à 17 ans de prison. Bien que Sonny n'ait jamais gagné autant que les superstars masculines de son époque, elle gagnait tout de même 6 chiffres par an pendant sa carrière à la WWE, avec des revenus supplémentaires provenant d'apparitions et d'opportunités de mannequinat. Mais au fur et à mesure que son rôle sur le ring diminuait et que les luttes personnelles prenèrent le dessus, cet argent disparaissait rapidement. Au milieu des années 2000, elle était financièrement instable, dépendant de bookings de catch indépendants et de services financés par les fans comme OnlyFans pour joindre les deux bouts. Ces démêlés avec la justice ont commencé en 2012, lorsqu'elle a été arrêtée 5 fois en 4 semaines pour des accusations de troubles à l'ordre public, de cambriolage et de violation d'une ordonnance de protection. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là, car elle a multiplié les conduites en
état d'ivresse et les arrestations pendant des années. Entre 2015 et 2018, elle a été condamnée à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse, accumulant des frais juridiques qui l'ont ruinée. Malgré son casier judiciaire, la WWE ne l'a jamais retirée du Hall of Fame, dans lequel elle a été intronisée en 2011. Cependant, la compagnie a pris ses distances avec elle au fur et à mesure que ses ennuis judiciaires s'accumulaient. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée en mars 2022, lorsqu'elle a été impliquée dans un accident de voiture mortel en Floride. Conduisant sous influence avec un permis suspendu, elle a percuté un autre véhicule, tuant un homme de 75 ans. Elle est arrêtée et accusée d'homicide involontaire, de conduite en état d'ivresse et de plusieurs autres délits. Le 27 novembre 2023, Sunny a été condamnée à 17 ans de prison, assortie d'une période de probation de 8 ans. Alors qu'elle avait été une figure bien aimée du catch, son héritage est aujourd'hui assombri par la tragédie, faisant d'elle l'un des noms les plus tristement célèbres de l'histoire de la WWE. Dynamite Kid. Le paysage du catch moderne doit beaucoup au Dynamite Kid. Véritable pionnier, Tom Billington a mélangé le catch technique britannique avec le style fort japonais et la lucha libre mexicaine, créant ainsi un style rapide et percutant qui a influencé toute une génération de catcheurs. Si vous avez déjà vu un snap suplex, un diving headbutt ou une powerbomb à fort impact, il y a de fortes chances que Dynamite Kid ait contribué à faire de ces mouvements un élément de base du catch. Mais si son style sur le ring était révolutionnaire, il a aussi eu un coup dévastateur. Son corps s'est brisé bien avant que sa carrière ne s'achève. Dynamite Kid faisait partie des légendaires British Bulldogs aux côtés de Davey Boy Smith. Et durant leur carrière à la WWE et au Japon dans les années 1980, ils constituaient l'une des équipes les plus excitantes au monde. Mais en coulisses, le style téméraire de Billington sur le ring et sa réputation d'agressivité dans la vie réelle ont fait de lui un personnage controversé. Il s'est poussé jusqu'à la limite absolue, luttant malgré de graves blessures au dos et aux jambes qui n'ont jamais été correctement soignées. Le poids de ses combats à fort impact l'a rattrapé en 1996 lorsqu'il a été victime d'une crise d'épilepsie dans un aéroport japonais à la suite de son match de retraite. Un an plus tard, son état s'aggrave. Il a perdu toute sensibilité dans sa jambe gauche, ce qui l'a contraint à prendre une retraite anticipée et l'a rendu incapable de travailler. Sans revenus réguliers et avec des factures médicales qui s'accumulent, la situation financière de Dynamite Kid s'effondre. Il avait bien gagné de l'argent au cours de sa carrière en luttant dans le monde entier, mais une grande partie de cet argent était dépensée en analgésiques, en traitements médicaux et en problèmes juridiques liés à des controverses passées. Au début des années 2000, il était complètement ruiné. En 2016, sa femme a lancé une campagne GoFundMe visant à collecter 25 000 $ pour faciliter son retour à la maison depuis un établissement de soins. Elle a souligné que, malgré les contributions de Billington à l'industrie du catch, ils n'ont reçu aucune redevance ou soutien de la WWE, ce qui a exacerbé leurs difficultés financières. Au cours des dernières années de sa vie, Billington était confiné dans un fauteuil roulant, paralysé à partir de la taille et incapable de s'occuper de lui-même. Le 5 décembre 2018, Billington est décédé le jour de son 60e anniversaire après des années de catch contre de graves complications de santé. Un résultat des dangers physiques et financiers qui accompagnent le fait de pousser son corps au-delà de ses limites dans la poursuite de la grandeur de la catch. Scott Hall. Scott Hall était l'un des catcheurs les plus charismatiques et les plus influents des années 90, que ce soit sous le nom de Razor Ramon à la WWE ou en tant que membre fondateur de la NWO à la WCW. Au sommet de sa carrière, Hall gagnait des millions, la WCW lui versant environ 1,4 million de dollars par an à l'époque où il travaillait pour la compagnie. Mais alors que son meilleur ami Kevin Nash parvenait à maîtriser ses finances, les problèmes de toxicomanie de Hall l'ont entraîné dans une spirale infernale qui a drainé sa fortune et a failli lui coûter la vie. Les démons de Hall ont commencé bien avant qu'il ne monte sur un ring de catch. En 1983, avant même le début de sa carrière de catcheur, il est accusé de meurtre au second degré après avoir tiré sur un homme à l'extérieur d'un club de striptease alors qu'il travaillait comme videur. Bien que les charges aient été abandonnées par manque de preuves, Hall a admis plus tard que l'incident l'a hanté pour le reste de sa vie et a probablement joué un rôle dans ses luttes avec la toxicomanie.
toxicomanie. En fait, les problèmes personnels de Hall se sont aggravés lorsqu'il a signé avec la WCW en 1996. Bénéficiant d'un énorme contrat et d'une plus grande liberté, sa consommation de drogues et d'alcool s'est intensifiée, à tel point que la WCW en a même fait un élément de son scénario. Au moment de la dissolution de la WCW en 2001, Hall a rompu les ponts avec la plupart des grandes promotions de catch en raison de son comportement erratique. Il revient brièvement à la WWE en 2002, mais est renvoyé après seulement 2 mois en raison de problèmes de toxicomanie. Sa carrière ne s'est jamais complètement rétablie et, sans revenus réguliers, ses finances se sont rapidement détériorées. En 2013, Hall vivait dans une quasi-pauvreté, souffrait de graves problèmes de santé et avait désespérément besoin d'une prothèse de la hanche qu'il ne pouvait pas se payer. C'est à ce moment-là que l'ange gardien du catch, Diamond Dallas Page, est intervenu. DDP a lancé une campagne de crowdfunding pour aider à couvrir les frais médicaux de Hall, récoltant plus de 110 000 $ auprès de fans de catch et de collègues catcheurs. Grâce au conseil de DDP, Hall a pu devenir sobre et en 2014, il a été intronisé au Hall of Fame de la WWE, affichant la meilleure santé qu'il n'ait jamais eue depuis des années. Malgré la reconstruction de sa vie, le passé de Hall a fini par le rattraper. Après avoir subi des complications suite à une opération de la hanche, il est décédé en mars 2022 à l'âge de 63 ans. Bien qu'il ait réussi à redresser la barre à la fin de sa vie, l'histoire de Scott Hall reste un exemple tragique de la façon dont même les plus grandes stars peuvent tomber lorsque les luttes personnelles éclipsent le succès professionnel. Daphné était l'un des personnages les plus uniques et inoubliables du catch féminin, connu pour sa personnalité inquiétante et son style intrépide sur le ring. On se souvient surtout de son passage à la WCW, puis à la TNA, où elle est devenue l'une des favorites des fans grâce à ses manières gothiques et déséquilibrées, et à sa volonté d'encaisser les coups dans les matchs hardcore. Cependant, cette même intrépidité a eu des conséquences dévastatrices pour elle, tant sur le plan physique que financier. Après avoir quitté la WCW et pendant son séjour à la TNA, Daphné a subi de multiples commotions cérébrales et de graves lésions corporelles, en particulier lors de matchs hardcore et de matchs entre hommes et femmes. L'un des incidents les plus tristement célèbres s'est produit en 2010 lorsqu'Abyss l'a étranglée à travers une planche de fil barbelé. Les blessures qu'elle a subies lors de ces matchs ont entraîné des frais médicaux de plus de 26 000 $, une somme stupéfiante pour quelqu'un qui ne gagnait pas un salaire de premier ordre dans l'industrie. Lorsqu'elle a demandé de l'aide financière à la TNA, celle-ci a refusé de couvrir ses frais, affirmant qu'elle était un entrepreneur indépendant et qu'elle n'avait donc pas droit à l'indemnisation des accidents du travail. Frustrée et à court d'options, Daphné a entamé une action en justice et déposé une demande d'indemnisation des travailleurs contre la TNA, mais la procédure a épuisé encore plus ses finances. Lorsqu'elle a réglé l'affaire en 2013, elle était déjà ruinée, obligée de couvrir seule les frais médicaux et juridiques. Alors qu'elle était un élément essentiel de la division féminine en pleine expansion de la TNA, elle s'est retrouvée mise de côté et a dû lutter pour trouver du travail. Sans source de revenus régulière, elle s'est appuyée sur de petites apparitions dans le catch indépendant et des réservations de conventions, mais l'argent n'a jamais été suffisant pour retrouver la stabilité. Tragiquement, en septembre 2021, Daphné s'est suicidée après avoir diffusé un live stream bouleversant dans lequel elle parlait de sa douleur et de ses luttes. Son décès a provoqué une onde de choc dans la communauté du catch, déclenchant des conversations sur la santé mentale, la vie après le catch et le manque de soins médicaux appropriés et de sécurité financière pour les athlètes. Son histoire reste un exemple déchirant de l'impact physique et émotionnel que le catch professionnel peut avoir sur ses stars, en particulier lorsqu'elles sont privées du soutien dont elles ont désespérément besoin. Joey Mercury. L'histoire de Joey Mercury est celle d'une gloire naissante, de bas-fonds dévastateurs et d'un sauveur inattendu. Membre de la M&M aux côtés de Johnny Nitro et Melina, Mercury est devenu 3 fois champion WWE Tag Team et l'une des jeunes stars les plus excitantes du milieu des années 2000. Cependant, ses démons personnels sont profonds. Son addiction aux drogues a commencé alors qu'il n'avait que 15 ans et le fait d'être sur la route avec des catcheurs qui dépendaient d'analgésiques pour gérer leur
leur emploi du temps brutal n'a fait qu'empirer les choses. Sa carrière a pris un tournant sombre en 2006, lorsqu'il a été victime d'une terrible blessure à l'échelle à WWE Armageddon, qui lui a brisé le nez et l'os orbital. Bien qu'il soit revenu avec une protection faciale, ses problèmes d'addiction se sont aggravés, ce qui a conduit la WWE à le renvoyer en 2007. Vince McMahon lui-même aurait organisé une intervention, mais les difficultés de Mercury se sont poursuivies. Il a fait le tour de la scène indépendante, mais sans la sécurité financière de la WWE, sa situation s'est détériorée. En 2009, il est au bord de la clochardisation, sa maison étant saisie et n'ayant plus d'argent. C'est à ce moment désespéré que CM Punk est intervenu. Punk, qui était alors en pleine ascension au sein de la WWE, était resté l'un des plus proches amis de Mercury. Au lieu de laisser son ami tout perdre, Punk a fait un chèque à 6 chiffres pour acheter la maison de Mercury, lui assurant ainsi un endroit où rester pendant qu'il travaillait à reconstruire sa vie. Déterminé à changer les choses, Mercury s'est désintoxiqué et est revenu à la WWE en 2010, rejoignant la Straight Edge Society de CM Punk en tant qu'homme de main. Bien que sa carrière sur le ring ne se soit jamais complètement rétablie, il s'est reconverti dans un rôle en coulisses en tant que producteur, devenant un mentor clé pour les jeunes talents. Son travail avec The Shield lui a valu un immense respect. Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose le considérant tous comme une influence importante. Il a ensuite joué un rôle à l'écran en tant que membre de J&J Security, incarnant le laquais de l'entreprise aux côtés de Jamie Noble lors du règne de Seth Rollins sur le championnat de la WWE. Après avoir touché le fond, Joey Mercury a reconstruit sa vie et sa carrière. Un retour qui n'aurait pas été possible sans la loyauté d'un véritable ami en la personne de CM Punk. Kamala. À l'âge d'or du catch, Kamala était un nom qui inspirait la crainte aux fans comme aux adversaires. Surnommé le géant ougandais, il a été l'un des premiers catcheurs à utiliser des peintures corporelles tribales et à adopter un comportement sauvage et imprévisible, ce qui a fait de lui un personnage unique et terrifiant sur le ring. Dominant ses adversaires et luttant pieds nus, Kamala était un monstre qui a affronté certaines des plus grandes stars de la WWE, dont Hulk Hogan, l'Undertaker et André le Géant. Mais alors que son personnage semblait plus grand que nature, l'homme derrière la peinture, James Harris, luttait contre une réalité bien moins glamour. Bien qu'il ait travaillé pour la WWE pendant l'une de ses périodes les plus fastes, Kamala n'a jamais connu les récompenses financières de nombre de ses pairs. Contrairement aux grandes stars qui gagnent des millions en contrats garantis, Kamala n'est souvent payé qu'une fraction de ce que gagnent les autres. Il révélera plus tard que lors de certains de ses plus grands matchs, il ne gagnait que $500 par soir, alors que ses adversaires empochaient 10 fois plus. Sans contrat à long terme, ni filet de sécurité financier, les années d'après-catch de Kamala sont devenues une bataille pour la survie. Au fur et à mesure qu'il vieillissait, sa santé s'est fortement dégradée. Des années de catch sur des surfaces dures sans chaussures ont contribué à l'apparition d'un diabète sévère et d'une hypertension artérielle. Et en 2011, les médecins ont été contraints d'amputer sa jambe gauche. Un an plus tard, sa jambe droite a également été amputée sous le genou, ce qui l'a rendu incapable de travailler. Sans économie ni plan de retraite, Kamala a dû compter sur les allocations d'invalidité et vendre des chaises en bois fabriquées à la main pour pouvoir subvenir à ses besoins de base. En août 2020, Kamala est décédée à l'âge de 70 ans après avoir contracté le COVID-19, marquant une fin tragique à la vie d'un homme qui avait été l'une des figures les plus inoubliables du catch. Batista. Lorsque Batista a quitté la WWE en 2010, il était l'une des plus grandes stars de la catch professionnelle. 6 fois champion du monde, The Animal avait dominé le ring, assuré l'animation des WrestleMania et construit une fanbase qui le considérait comme l'une des plus grandes attractions de la WWE. Mais malgré son succès, Batista n'était pas satisfait. Il voulait percer à Hollywood et faire ses preuves en tant qu'acteur, comme l'avait fait The Rock avant lui. Au sommet de sa carrière, il a donc pris une décision audacieuse. Il a quitté la WWE sans plan de secours. Au début, les choses semblaient prometteuses. Batista avait gagné des millions à la WWE, possédait des voitures de luxe et menait un style de vie haut de gamme. Mais Hollywood ne l'attendait pas à bras ouverts. Contrairement à The Rock, qui a fait une transition en douceur vers le cinéma, Batista a eu du mal à décrocher des rôles. Il s'est ruiné 8 mois seulement après avoir quitté la WWE, perdant presque tout
tout ce qu'il possédait. Dans une interview, il a admis « J'ai quitté la WWE en beauté. J'étais très à l'aise. Je gagnais très bien ma vie et je suis parti. Puis, j'ai souffert de la faim pendant 3 ans. J'ai été ruiné et j'ai tout perdu. Je n'ai pas pu trouver de travail. » Déterminé à faire ses preuves, Batista a refusé de revenir à la catch uniquement pour gagner de l'argent. Il a essuyé refus sur refus, attendant son heure de gloire. Ce moment est finalement arrivé en 2014, lorsqu'il a été choisi pour incarner Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie et a gagné 1,4 million de dollars pour ce rôle. À partir de là, la carrière d'acteur de Batista a explosé. Il a joué dans des superproductions telles que Spectre, Blade Runner 2049, Dune et Knock at the Cabin. Il est même retourné à la WWE pour de brèves périodes, dont son dernier match contre Triple H à WrestleMania 35, avant de se retirer officiellement de la catch. Aujourd'hui, Batista est l'un des catcheurs devenus acteurs les plus respectés d'Hollywood. Son parcours de superstar de la WWE à fauché, puis de retour au sommet, témoigne de sa résilience et prouve que parfois, c'est en prenant les plus grands risques que l'on obtient les plus grandes récompenses. Pensez-vous que d'autres catcheurs auraient pu figurer sur cette liste? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.